Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous l'avions annoncé au cours de notre dernier débat que nous allons revenir sur cette annonce surprise de Paris rapportée par le journal britannique The Guardian où la France souhaite ouvrir des discussions sur la coopération patrimoniale et à des recherches sur des objets culturels volés pendant la colonisation mais sans en assumer la responsabilité. Une annonce qui a suscité de vives réactions au niveau des intellectuels nigériens et d'autres historiens, sans compter les associations qui ont porté plainte à l'ONU contre les actes ignobles commis par la France durant la période coloniale qui a duré un peu plus d'un siècle. Pourquoi cette annonce de Paris maintenant? Quelle sera la nature de cette coopération patrimoniale avec le Niger? Quels sont les objets volés par les colons français pendant la colonisation? Pourquoi enfin la France, malgré cette volonté de vouloir restituer le patrimoine culturel du Niger, ne veut pas assumer ses responsabilités? C'est ce que nous verrons au cours de ce débat où nous avons convié plusieurs acteurs qui s'intéressent de très près à cette affaire où plusieurs plaintes ont été déposées à l'ONU il y a quelque temps. Nos invités sont M. Sani Mogori, cinéaste, M. Ousseini Tahirou Amadou, historien, représentant de la communauté de Gyungyu, M. Yacouba Idrissa, biologiste, représentant de Lougou, et M. Ibro Abdou, économiste, représentant de Koni. Je rappelle aussi que c'est un tout premier débat que nous organisons sur ce sujet car d'autres débats suivront sur la même affaire. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de cette annonce de la France sur la possibilité d'ouvrir des discussions sur le riche patrimoine culturel spolié pendant la colonisation et la recherche des objets culturels volés et qui pourraient éventuellement revenir un jour au Niger. Question: pourquoi cette annonce maintenant est rapportée par le journal britannique qui cite la date du 19 juin dernier où cette déclaration a été faite à l'ONU. Monsieur Sani Mogori, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci, monsieur Timogo. Donc, effectivement, ce dernier temps, on assiste à une avalanche donc, des réactions et d'informations qui nous viennent non seulement de l'Angleterre, de la France, mais aussi un peu partout. Et ce n'est pas un hasard si la France réagit aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a tout un processus, en tout cas, qui a abouti à cela. Et je crois que nous sommes là aujourd'hui pour éclater tout cela. Bien sûr. Mais pour être clair, c'est qu'il y avait un film qui a été réalisé. Un film qui a été réalisé il y a quelques années et qui a ouvert, en tout cas, les portes, non seulement qui a fait prendre conscience aux différents villages et villes dont la mission a passé. Du Niger, hein? Voilà, et a créé tous les désastres, mais également qui a réveillé aussi les intellectuels, en tout cas qui ont tous apporté leur contribution. La mission, on parle de la mission Voulé-Chanoine. Voilà, on parle effectivement de la mission Chanoine qui a sillonné le Niger depuis donc Sansani Hausa jusqu'à Mejirgi et jusqu'au lac Tchad, bien sûr. Mais la mission Voulé-Chanoine en elle-même, en tout cas les massacres qu'elle a eu à perpétrer, si aujourd'hui la France a dit qu'elle est ouverte à des discussions, c'est parce qu'effectivement il y a eu quelque chose, il y a eu des plaintes, il y a eu des réactions, il y a eu un film. D'accord. Merci. Monsieur Ousseini Tahirou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Pourquoi cette annonce maintenant rapportée par le journal britannique The Guardian qui cite la date du 19 juin dernier où cette déclaration a été faite à l'ONU par la France? Pourquoi? Bonsoir, M. Abdoulaye. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer par rapport à ce thème. D'abord, comme mon collègue Sani l'a rappelé, cela fait suite à un film documentaire réalisé par un Britannique qui s'appelle Rob Lemkin. Ok. Donc, au Niger, hein? Oui, ça a été réalisé au Niger. Et à l'issue de ce film, nous avons décidé de porter plainte contre la France sur les exactions commises par la mission Voulé-Chanoine. C'est ça. La mission Afrique centrale, comme ils l'ont appelée, a traversé le Niger d'ouest en est. Elle a quitté, après tout ce qu'elle a commis comme massacre dans les Moussi et les Gouroussi, elle a atterri au Niger où elle a traversé de Sansana Hausa, comme Sani l'a dit, en passant par Kirtachi, Gyunju, Tiberi, Matankari, Lougou, Birnin-Koni, avant de partir vers l'est, vers Zender. Et partout où cette mission a passé, elle s'est illustrée
par les massacres. Et massacre en masse, il faut dire. Oui, massacre en masse. Et nous avons jugé utile de profiter de ces films, de profiter aussi du contexte pour porter plainte. Parce que aujourd'hui, le peuple nigérien, je le rappelle, est un peuple digne. Le président de la République l'a réaffirmé avant-hier à Zender. Nous sommes un peuple digne. Et à un certain moment de notre histoire, cette dignité a été bafouée, elle a été touchée. Ça. Et ça va de soi qu'aujourd'hui, nous nous révoltons, c'est-à-dire contre ces actes-là qui ont porté à notre dignité. Si en 1899, à 1898, des Nigériens, malgré leur état, leur évolution d'esprit, qui n'est pas peut-être comparable à aujourd'hui, malgré les moyens limités, se sont révoltés pour résister contre la présence française, contre l'occupation française. Alors pourquoi aujourd'hui nous, descendants de ces guerriers, descendants de ces Nigériens-là qui ont... Comme l'a si bien dit le président, hein, oui. à Zander, voilà. Pourquoi nous allons encore rester bras croisés pour regarder cette histoire qu'on nous enseigne, le drame de Dankori? C'est une insulte. Alors voilà pourquoi nous nous sommes engagés là-dessus, pour faire restaurer cette dignité du Nigérien qui a été bafouée. D'accord. Merci. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Docteur, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Vous êtes le représentant de CONI pour ce débat. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter? Pourquoi cette annonce maintenant rapportée par le journal britannique The Guardian qui cite la date du 19 juin dernier où cette déclaration a été faite à l'ONU par la France? Effectivement, M. Sani Magouri m'ont donné des portes d'entrée, mais je pense qu'il faut également indiquer que cet exercice qui est actuellement mené est inscrit dans le cadre de la justice transitionnelle, sur laquelle les Nations Unies se fondent pour que justement les peuples qui ont été quasiment victimes de beaucoup de crimes, n'est-ce pas, trouvent une porte d'entrée pour demander réparation. Effectivement, la justice transitionnelle, je pense qu'il est important de le rappeler, est définie par les Nations Unies comme un éventail de processus, c'est important de dire ça, et mécanismes qui ont été mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Je pense que aujourd'hui le Niger et l'environnement permet d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui. D'accord. Monsieur Yacoub Idrissa, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Vous êtes le représentant de Louga à ce débat. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que déjà les trois invités ont avancé sur cette question? Pourquoi cette annonce maintenant de la France, rapportée par le journal britannique The Guardian, qui cite la date du 19 juin dernier, où cette déclaration a été faite à l'ONU? Oui, bonsoir, M. Abdoulaye. Bonsoir. Et merci bien de nous donner cette opportunité pour au moins venir nous exprimer ici devant cette situation que la France est mise. Je dirais qu'elle est mise parce que c'est suite à des écrits, à des réclamations qu'elles viennent en voulant s'agenouiller et demander une quelconque rapatriement de ceux qu'ils ont déjà pris, alors que l'histoire n'est pas là. L'histoire n'est pas là. Je dirais que l'histoire n'est pas là parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de récupérer ceux qu'ils ont pris. Au niveau de vos associations? Oui. D'accord. Ce n'est pas d'abord de réquisitionner, mais c'est d'abord de reconnaître d'abord leur responsabilité. L'acte qu'ils ont commis au Niger, ou du moins en Afrique, parce que ce n'est pas au Niger seulement qu'ils ont commis l'acte. Et au Niger aussi, c'est presque tout le pays qui a été en partie. D'accord. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce que nos camarades viennent de dire. Merci. On va avancer. Quelle sera aujourd'hui la nature de cette coopération patrimoniale ainsi d'aventure cela devrait avoir lieu, M. Sani? Oui, merci. Voilà. Quelle sera la nature de cette coopération? Merci encore pour cette question très importante. Déjà, si vous avez remarqué, en fait, la question que la France avait évoquée de patrimoine, c'est une question de diversion. D'accord. Parce que l'objectif, ce n'est pas vraiment ça
que les gens recherchent. Ils voulaient copier-coller ce qu'ils ont eu à faire avec les autres pays. Parce qu'avec les autres pays, tout a été mis sur le retour des masques, des statuettes, etc. Ça, on a vu avec le Bénin. Voilà. Mais nous, je pense qu'aujourd'hui, même si ces statuettes reviennent chez nous, ils n'auront pas de place dans nos maisons, dans nos mosquées. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et nous, ce qu'on a réclamé en noir et blanc, c'est d'abord qu'elle le reconnaisse. Et la France refuse de le reconnaître. Parce qu'elle dit que c'est des allégations, en tout cas par la voix de ces spécialistes, des historiens, des politiciens. En tout cas, ils se sont exprimés dans beaucoup de journaux pour dire que ce que les Nigériens demandent, c'est des allégations, parce qu'ils ne reconnaissent pas effectivement tous ces massacres que nous avons eu à énumérer en noir et blanc. Ils ne reconnaissent pas tous ces pillages, au-delà du pillage même des objets. Il y a eu toute une économie, il y a eu toutes des populations qui ont été retardées, mises à genoux. Je vais vous donner juste un exemple. Quand la mission Voulé-Chanoine est passée à Konni, et ils ont dit que la ville la plus proche de Konni, qui ressemble un peu à Konni, c'est Ibadan. Ibadan au Nigeria. Oui. Et aujourd'hui, Ibadan, elle a presque 3 millions d'habitants. Konni n'a même pas 60 000 habitants. Et c'est dû vraiment à ce coup meurtrier et désastreux que la France a posé sur cette ville-là, ou cette communauté-là. Donc je pense que cette histoire de patrimoine-là, si vraiment on regarde, moi je pense que c'est une diversion. Maintenant, elle voulait aussi faire du chantage. C'est quel genre de chantage? Si le Niger veut qu'on dialogue, c'est le Niger doit faire le premier pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on aille vers eux. C'est à la victime de faire le premier pas. Et effectivement. Et même pas pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue entre le Niger et la France est pratiquement rompu. Donc elle voulait, bon, si vous voulez, parce que c'est la seule fois que le Niger porte plainte aux Nations Unies. Si vous voulez cela, eh bien venez, on va s'asseoir. Mais non pas pour ce que vous avez demandé, mais ce que nous, on a offert aux autres pays. Or, ce n'est pas la même situation, ce n'est pas le même contexte. Et je pense qu'on va revenir sur ça, mais il y a vraiment des détails à dire par rapport à ça. Mais moi, je pense que cette question de patrimoine-là, c'est une question vraiment de diversion. Et qu'on ne doit pas accepter cela. D'accord. Monsieur Hosseini, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle sera la nature de cette coopération patrimoniale si d'aventure cela devrait avoir lieu aujourd'hui? Merci. Je pense que la réponse de la France face à la plainte que nous avons déposée, la France dit que elle ne reconnaît pas. Peut-être savoir la plainte que vous avez déposée à quel moment précis? La plainte. Ça a été déposé. La plainte a été déposée en 2021. 2021. Mais le processus a commencé depuis 2019. Mais il a fallu en 2021 pour que la déposer plainte soit officiellement la plainte. Oui. À l'ONU. Voilà, oui. D'accord. Maintenant, dans la réponse, la France dit que elle ne reconnaît pas avoir commis un crime, mais elle est prête à négocier. Malgré le passage, je pose aussi cette question, malgré le passage de la mission Voulé-Chanoine, malgré le passage de la mission, dans les livres, tout est écrit dans les livres. Tout est écrit dans les rapports, d'ailleurs, eux-mêmes, qu'ils ont transmis, les Voulé et Chanoine, étape après étape, ils transmettent des rapports. Bien sûr. Des rapports au ministère français des colonies. On l'a lu dans les documents. Voilà. Donc, tout est documenté. Mais malgré cela, la France sort aujourd'hui pour dire qu'elle ne reconnaît pas avoir commis un crime au Niger, mais qu'elle est prête à négocier. Mais négocier par rapport à quoi? Et négocier sur quoi? Sur quoi on va négocier? Je pense que la position de la France aujourd'hui, c'est la position de cette femme qui est répudiée, mais qui cherche à tout prix, c'est-à-dire à revenir dans son foyer. Et nous, on n'est pas là-dedans. Vous n'êtes pas dans ce schéma? Nous ne sommes pas dans ce schéma. Il y a beaucoup de spéculations. Les gens disent que beaucoup m'ont approché pour dire que vous, là, le Niger a rompu avec la France et vous êtes là en train de vouloir ramener la France. Nous ne sommes pas là-dessus. Notre démarche, notre combat rentre dans la même ligne droite que la droite du CNSP. Notre combat, c'est pour la restitution de la dignité du Nigérien qui a été bafouée à un certain moment de notre histoire. Nous ne voulons pas d'une coopération avec la France qui va toujours continuer, c'est-à-dire dans le même schéma, dans le même registre que l'on a connu jusqu'au 23 et 26 juillet 2023. Maintenir le pays dans la dépendance. Voilà, et dans nous ne la sommes pauvreté pas là-dedans. Notre combat est un combat digne, nous sommes un peuple digne. Notre combat, c'est pour la souveraineté totale, c'est pour la reconnaissance du Nigérien en tant que peuple digne. Donc nous ne sommes pas dans les trucs de la France qui cherche à négocier alors qu'elle refuse de reconnaître qu'elle a commis un crime.
Okay. Mais je pense que le premier pas à faire par la France, c'est d'abord la reconnaissance des crimes. La mission Afrique centrale qui a été envoyée, je vous rappelle, quand la mission avait réclamé le budget pour faire cette mission, on lui a donné la somme de 200 000 francs. À l'époque. À l'époque. C'est beaucoup. Mais ils ont dit que le budget est insignifiant. Le budget ne peut pas leur permettre de faire toute cette mission. Mais qu'est-ce que la France a dit? La France a dit, allez-y. Si le budget l'a fini, vivez sur cette population. Vivez sur cette population, ça veut dire quoi? Ça veut dire piller. Ça veut dire attaquer, arracher, tuer si possible. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un qui voulait dépouiller de ses biens, de ses richesses, alors il aura cette intuition-là de résister, de protéger, de réagir. Et en cas de réaction, n'hésitez pas à les tuer pour prendre ce dont vous avez besoin pour cette mission. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est regrettable que la France dise qu'elle ne reconnaît pas avoir commis un crime au Niger. Bien sûr. C'est regrettable. D'accord. Merci, merci Hussein. Docteur Abdou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question, sur la nature de cette coopération patrimoniale, ainsi d'aventure, cela devrait avoir lieu et annoncé à l'ONU par la France. Voilà. Mais c'est totalement absurde la position de la France. D'accord. Parce que je rappelle ceci, c'est que le porte-parole du Quai d'Orsay, suite à la communication de l'ONU en direction de la France, a dit dans Mediapart ceci: il n'y aura pas de suite, rien ne nous oblige. Sur les questions mémorielles, il faut un dialogue bilatéral. C'est totalement absurde, d'autant plus que, en fait, dans l'évolution de la mission Mvoulet-Chanoine, à un moment, la France a bien envoyé une mission pour justement s'enquérir des exactions qui lui sont parvenues. Ok, et c'est à la suite de ça qu'il y a eu le drame de Dankori. C'est important de le préciser. Donc, on voit bien finalement qu'en vérité, la France est dans des positions qui sont totalement paradoxales et qui sont inadmissibles. Parce que ne pas reconnaître ça, ok, revient, n'est-ce pas, à également dénier qu'elle avait envoyé une mission, celle du club. Qui était là justement pour vérifier les faits d'exaction qui avaient été reportés et rapportés par non seulement certains de ces cas de la mission, mais également par d'autres voies. Donc c'est inadmissible. Et donc nous, on s'érige contre cette déclaration de la France qui veut nous ramener à de la diversion en disant qu'effectivement, dialogue est possible mais bilatéral, mais sur les questions mémorielles. Ok, là, en vérité, la France essaye même par cette déclaration de nous faire quitter l'espace à partir de laquelle nous, on a posé notre doléance, qui est l'espace des Nations Unies. Parce qu'elle veut un dialogue bilatéral. Alors qu'en vérité, nous, le cadre juridique qui effectivement nous a même permis de déposer une plainte, c'est la justice transitionnelle telle qu'elle est pilotée aujourd'hui par les Nations Unies. Tout à fait. Voilà. D'accord. Oui, M. Akouba, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question, sur la nature de la coopération, la nature de la coopération que la France propose, voilà. Ok. Et ce que j'ai ajouté, je dirais c'est un peu paradoxal si la France arrive à avoir une idée d'ignorer quelque chose qu'elle a commis, mais d'appeler un dialogue. Parce que si je ne reconnais pas quelque chose, je ne sais pas sur quelle base on va négocier. On va faire un dialogue. Donc il n'y a pas question de négociation tant que le premier acte qui cherche cette négociation n'est pas reconnu. Donc voilà, nous, notre idée. Il faut qu'elles reconnaissent d'abord le crime qu'elles ont causé, puisque la mission a été envoyée et qui rend compte du jour au jour, pour jour, à ceux qui l'ont envoyé. Et qui a fait même un remplacement quand ils étaient au courant de ce qui se passait pour la première mission. Ils ont envoyé une autre mission de correction. Donc si il n'y avait pas cette mission, pourquoi il y aura une mission de correction? Donc voilà les aspects qui font en sorte qu'ils doivent reconnaître l'acte avant de chercher quoi que ce soit avec le Niger. Et le Niger est loin de là. Bien avant ça, ils ne sont pas avec nous maintenant parce que le problème est posé de constatation de la marginalisation qu'ils sont en train de faire à notre côté. Et le pays a pris ses responsabilités, le CNSP est créé et tout le monde, tout Nigérien convaincu est en train de suivre l'acte du CNSP, qui est donc notre autonomie et notre liberté
notre indépendance totale, parce qu'effectivement, on disait qu'on était indépendant, mais en réalité, on n'était pas indépendant. Donc, on a notre indépendance totale, on est souverain et on doit dire ce qu'on pense et ce qui est légal. On a notre indépendance totale depuis quand? Je pose la question. Depuis le 26 juillet. Ah, voilà. Okay. Depuis le 26 juillet, parce que l'autre indépendance, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Donc, on a notre indépendance le 26 juillet. Donc, nous prenons acte. Quand bien même que nous, on a commencé cette démarche avant le 26. Ouais. On a commencé dans les couloirs, cette démarche, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va nous réserver le jour où ça va sortir dans l'ancien régime. Mais quand même, on a pris notre courage à deux bras pour chercher à contacter la justice et faire déposer cette plainte. D'accord. Voilà ce qu'on a à dire. Parlons de plainte. Il y a combien d'associations au total? Parce que vous êtes le représentant de Lougu. Oui. Docteur Ibro, c'est Koni. Lui, c'est Gingu. Il y a combien d'associations au total qui sont constitués pour porter plainte à l'ONU? Ici, il y a 2 personnes seulement qui ne sont pas là. Il y a les représentants de Sansana Hausa et il y a Mejirgi. C'est les 2 seulement qui ne sont pas là. On aura l'occasion de faire le prochain débat avec eux aussi pour donner leur avis. C'est les 2 seulement qui ne sont pas là compte tenu de leur cahier de charge. Il y a 5 associations au total qui ont porté plainte à l'ONU sur cette affaire. Oui. D'accord. Merci. On va avancer, M. Sani. Quels sont les objets culturels volés susceptibles d'être restitués demain? Parce que les gens veulent savoir c'est quoi exactement, si vous avez fait un recensement ou pas. Merci encore pour cette question. Mais je voudrais juste profiter aussi pour parler quand même de véritables mobiles de la plainte. D'accord, ok. Parce que la France considère que tout ce qui a été pillé, tous les massacres ont été commis par la seule responsabilité de Voulé et de Chanoine. Ils sont même allés plus loin en disant qu'ils ont été atteints d'une maladie qu'ils appellent la soudanite, qui les a fait perdre la tête. Voulé et Chanoine? Voulé et Chanoine. D'accord. Ils ont dit qu'ils ont fait ça hors de leur tête. Et quand ils ont constaté qu'ils sont en dérive, elle a envoyé la mission de Club pour les relever. Tout à fait. Mais ce qui n'est pas vrai... Ça, c'est dans les livres de l'histoire. Ce qui n'est pas vrai, c'est les archives que nous, on a eues, qui prouvent que cette mission-là, c'est la seule mission d'ailleurs coloniale qui rendait compte directement au ministre de la Guerre français. Ouais. C'est la seule mission. Et cette mission-là, comme l'a dit le collègue, elle avait un budget. Ils ont fait un budget de 200 000 francs français à l'époque. La France a dit, on va vous donner 150 000 francs. Et on a dit, vivez sur le... C'est beaucoup d'argent. Voilà. Et cette mission-là, elle était constituée de 8 officiers français. Et il y avait des soldats qu'on devrait payer 15 francs par mois pour la mission. Donc quand ils étaient venus, depuis Sansana Hausa, ils ont commencé à faire des massacres. Et quand la France a compris que cette mission mettait beaucoup de temps pour arriver au rendez-vous de Lac Tchad, ce n'est pas en tout cas au nom des exactions que la France a envoyé Club. Sur les papiers, c'est ça. Mais c'est parce que cette mission-là, elle mettait beaucoup de temps et les Anglais allaient arriver avant les Français. C'est en ce temps-là qu'ils ont envoyé Club. Et la preuve, même quand Voulé a été tué, les exactions ont continué. Et même au retour de la mission, parce qu'il y avait une partie des soldats qui se sont révoltés, et on devrait les ramener, même au retour, ils ont commis encore des exactions qui ne sont pas encore mentionnées. Et sous prétexte, effectivement, de la mort de Voulé et Chanoine, l'histoire a été figée. Toute l'histoire qu'on nous apprend, c'est le drame de Dankouri. Moi, j'ai appris ça, tout le monde a appris ça. Tout le monde a appris ça. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons ce plateau. On ne pouvait pas avoir ce plateau à l'époque. Moi, je me souviens, le film African Apocalypse, on devrait le montrer au Centre culturel français de l'époque. Ça a été censuré. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Ouais. On voulait le diffuser à la télé, ça n'a pas été possible. C'était quelle année récemment, le film a été fait en 2020. 2020. Et en 2020, on allait le montrer. Donc 2020 encore, oui. On ne peut pas diffuser ce film ici au Niger, sur l'histoire du Niger. Wallahi Timogo, moi j'avais le film. Et on allait amener au CCFN. Oui. Il a fallu que le conseil diplomatique il a demandé de regarder le film. On a attendu 3 jours, il a écrit, il a dit que le film ne peut pas être projeté au Et quelle a été la réaction des autorités de l'époque, puisque vous parlez de 2020? Quelle a été la réaction des autorités? Moi, j'étais à la direction générale du Centre national de la cinématographie du Niger. Mais comme c'est le CCFN, mais on l'a projeté à l'université dans d'autres espaces. Ah, ok. Mais c'est au CCFN qu'on n'a pas pu le projeter. Mais le CCFN, c'est sur le territoire du Niger ou pas? C'est le Niger, mais à l'époque, c'est la France qui faisait la loi au CCFN. Ah, ok. Et la programmation et tout. Le CCFN de l'époque, c'est un État dans un État. Je pose la question. En tout cas, à l'époque, on n'est pas libre pour s'exprimer dans notre propre pays, pour dire des choses là-bas.
Une structure qui se trouve au Niger. Oui, parce qu'effectivement, le Niger n'avait pas de poids du point de vue apport financier. Le Niger ne donnait pratiquement pas. Les décisions étaient prises. C'est la France qui prenait les décisions. Donc voilà pourquoi ils ont censuré. Alors pourquoi on a retiré ce fait que c'est devenu nigérien aujourd'hui? Ça, vraiment, oui. La seule chose qui reste, c'est de le faire vivre pour qu'on ne regrette pas vraiment d'avoir changé, en tout cas, tous ces statuts-là. C'est de lui donner les moyens pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit au service de la culture nigérienne. D'accord. Donc maintenant, par rapport à ces objets-là, on aimerait vraiment savoir. La majorité des objets, ils les ont brûlés d'ailleurs. Ils les ont brûlés. Parce que quand ils viennent, ils mettent le feu. Ils prennent ce qu'ils trouvent comme les bijoux, les objets, en tout cas qui sont symboliques. Les sabres, les statues qu'ils ont trouvées, et les habits, surtout à Kony, ils ont pillé des tissus, ils ont pillé de l'or, ils ont pillé beaucoup d'autres choses. Mais ils ont brûlé la majorité parce que dans tous les récits, on parle, ils ont incendié, ils ont mis du feu. Mais c'est au voleur de dire ce qu'il a volé. En général. Parce que déjà quand ils passent dans le village, ils savent. Dans leur musée. Dans leur musée. Quand ils passent dans le village, les gens, ils tuent les gens s'enfuient. Et ils prennent ce qu'ils veulent et ils brûlent les autres. Donc pour les populations, tout a été brûlé. Mais eux, ils savent ce qu'ils ont pillé. Donc c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils ont pris. Comme ça, nous, on va voir est-ce que ces choses-là qui ont été prises, la population les reconnaisse. Ok. D'accord, monsieur. Oui, monsieur Hussein, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les objets culturels volés, susceptibles peut-être demain de revenir ici? Bon, effectivement, comme Sani vient de le dire, c'est au voleur de dire ce qu'il a volé. C'est vrai, il ne manquera pas des objets peut-être qu'ils ont volés parce qu'ils sont rentrés dans les palais, ils les ont tués. Je vous rappelle qu'à Gungu, le roi, le chef qu'ils ont trouvé sur place, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Donc Dieu seul sait ce qu'ils ont pris. Donc c'est à eux. Mais je pose cette question. En tant qu'historien et peut-être d'autres historiens, il n'y a pas eu ce travail de mémoire pour savoir qu'est-ce qui a été pris avec les témoignages des gens ou pas? Je pose la question. Vous savez, de 1960 au 26 juillet 2023, nous avons évolué dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de la France. Les gens ont peur. Les gens ont peur de réclamer quoi que ce soit. Souvenez-vous, jusqu'en 2023, on nous enseigne le drame de Dankouri. Et le drame de Dankouri qu'on nous enseigne, c'est quoi? C'est la mort de 3 officiers français à Dankouri. Jusqu'en 2023, avant les événements du 26 ou pas? Oui, la mort de 3 officiers. Et imaginez les exactions, imaginez le nombre, des milliers et des milliers de personnes qu'ils ont tuées de Sansana Hausa jusqu'à Mejirgi. Et ça, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Le drame, c'est la mort de 3 officiers français. Donc, on évoluait dans un contexte où on ne pouvait pas réclamer. On sait, les historiens connaissent. Il y a, c'est documenté, tout est documenté. D'accord. Mais maintenant, on n'enseigne plus ça dans nos écoles, je pose la question. Je pense qu'on enseigne ça de façon superficielle. Jusqu'à aujourd'hui. De façon superficielle. Malgré la souveraineté. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je pose la question. Est-ce qu'on enseigne ça ou pas? Si vous avez fait des recherches pour savoir. On continue encore à enseigner ce drame de Dankouri où 3 officiers français ont été tués, contrairement à des milliers et des milliers de Nigériens. On enseigne ça. Oui, mais moi personnellement, je suis historien de formation. D'accord. J'ai toujours enseigné ça à ma manière. À votre manière, ok. À ma manière. D'accord. C'est-à-dire de Takanamat à Gungu, en passant par Baro, Kwara, Dosso, Djibiri, où j'ai servi, j'ai toujours enseigné à mes élèves que le drame de Dankouri est une insulte à la mémoire des Nigériens. Ok, d'accord. On ne peut pas accepter que des centaines, des milliers de personnes soient tuées, soient écrasées comme des mouches, et que cela soit insignifiant et que c'est la mort de 3 officiers parce que peut-être quelque part ils ont la couleur blanche qu'on va mettre en avant pour dire qu'il y a eu un drame. Ça, c'est une insulte à la mémoire des populations nigériennes. Que le ministère de l'Éducation peut-être continue encore à... Je pense qu'il y a une nécessité. Je pense qu'il y a une nécessité de réviser le programme. D'accord. Je pense que le CNSP est déjà dans cette logique. Vous savez, il y a un comité qui est déjà là, mis en place pour réécrire l'histoire du Niger. Et je pense que ce comité-là prendra en compte cette anomalie, parce que c'est une anomalie. D'accord.
Voilà. Ok. Par rapport au système éducatif. Mais allez-y. Parce que en 2023, quand je suis parti, après le 26 juillet justement, quand je suis parti à Kony, je suis entré en contact avec une enseignante. Quand elle m'a ouvert le cahier, effectivement, l'histoire est enseignée comme elle est. Le drame de Dankori. Le drame de Dankori. Bon, en réalité, il parle superficiellement, mais jamais en profondeur. Donc, finalement, c'est de la récitation, en fait. Rien, dans l'enseignement, à part lui qui vient de dire, l'enseignement n'a pas son opinion à dire. On fait dicter, les gens recopient. Et quand on pose des questions, les gens répondent comme c'est écrit. Mais, nous avons encore, parce qu'au début, c'était même, je pense, vers le mois de septembre, donc un mois après le coup d'État. Voilà, on était toujours dans la position de se défendre. Mais là, on se défend, mais encore on attaque. Donc dans cette attaque-là, nous devrons penser d'abord, parce que la souveraineté doit se reposer sur une mémoire claire. Bien sûr. La souveraineté doit se reposer sur la maîtrise de son histoire. Tout à fait. Si vous ne maîtrisez pas, voilà. Effectivement, si vous ne maîtrisez pas votre histoire, on l'a vu à Zander récemment. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas votre histoire, vous allez marcher sur un terrain glissant et vous allez vous retrouver peut-être même plus loin de là où vous venez. D'accord. C'est ça qu'il faut éviter. Ok. Voilà. D'accord. Ça me donne l'occasion de vous poser la question, parce qu'on a constaté qu'effectivement, au Niger, les gens ne se réfèrent pas à leur histoire. comment on peut expliquer ça? Ils ne se réfèrent pas, parce qu'aujourd'hui, si on se réfère à notre histoire, il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû éviter. Pourquoi? Voilà. Pourquoi le Nigérien ne se réfère pas à son histoire? Il préfère suivre l'histoire de l'autre. Pourquoi les Nigériens? Voilà. Parce que d'abord, en tant que cinéaste, parce que d'abord, un moment, les Nigériens étaient traumatisés. Traumatisés. Vous vous souvenez, même quand il y a eu l'histoire de Sawaba, il y a même des gens qui préfèrent, quand on les chasse, en tant que militants de Sawaba, dire qu'ils sont des voleurs. Ouais. Ils ont plus la chance de survivre quand ils se déclarent voleurs que militants de Sawaba. Ouais. Donc quand le colon était venu, quand cette mission avait tracé les frontières, la première des choses, déjà pendant même qu'elle passait, elle a instauré un régime, un règne de terreur, pour que les gens même sont obligés de se taire ou d'oublier qui ils sont. Ouais. Pour peu que vous réclamez être de tel chef ou de tel, vous devenez une cible. Ouais. Donc même les griots, ils ont commencé à ne faire que des éloges. Ouais. La vraie histoire, ils ne la racontent pas. Ce qui fait que nous aussi, aujourd'hui, et même nos historiens, qu'ils m'excusent, tant qu'ils n'ont pas eu de bourse de recherche, ils ne vont pas aller chercher. Ils ne vont pas aller chercher. Tant qu'ils n'ont pas de primes de recherche, c'est comme les journalistes. Vous savez, les journalistes, on est obligé de les appeler pour qu'ils viennent couvrir, tant qu'il n'y a pas des éloges à faire. C'est rare sont ceux qui vont aller chercher les informations. Même aujourd'hui, ils ne vont pas chercher. Ils ne vont pas aller chercher. Aujourd'hui, ils ne vont pas aller chercher. Ils vont aller chercher quand il y a un nom à donner, quand il y a un public à... Voilà, quand il y a un scoop. Mais ils ne vont pas aller fouiller pour chercher. Et ça, c'est la nature du Nigérien. Ça, c'est la nature du Nigérien. Comme ça. Et effectivement, vous voyez, le comité qu'aujourd'hui, normalement, on ne doit pas tâtonner sur notre histoire. On ne doit pas tâtonner. On doit avoir les dépositaires de cette histoire-là pour aller la prendre et l'écrire si on doit l'écrire. Mais on tâtonne aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Malgré la création du comité. Bon, je ne sais pas à quel niveau ils sont. Voilà. Mais je n'ai jamais entendu un point de presse où ils nous disent là où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est en train de travailler sur des choses, on cherche des historiens pour qu'ils nous donnent ces informations-là. Je pense que peut-être ils attendent les moyens, parce que souvent dans ce pays-là, on est habitué, quand on crée quelque chose, il faut toujours qu'on mette les moyens à disposition, alors qu'on pouvait faire un travail sans ces moyens, puisqu'on parle de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. On parle de notre pays. Peut-être, je pose la question, ce comité-là, il attend des moyens, il attend de l'argent. Je ne sais pas. Ah oui, non, je pose la question. Mais moi, je sais que... malheureusement, c'est ça, les gens attendent de l'argent frais qu'on va leur donner pour aller faire un travail pour leur pays. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, c'est pas normal. Si vous voyez, nous tous qui sommes ici, là, personne n'a été un budget ou de l'argent pour faire ce travail-là. Les gens ont vu un film qui s'appelle African Apocalypse. Ce film leur a montré que toute l'histoire qu'ils connaissent là, il y a des archives aujourd'hui qui sont en train de démentir tout ce qu'on nous a enseigné. Et il a fallu les Britanniques pour s'en occuper. Oui, il a fallu... À des milliers de kilomètres de Britanniques. Il était venu, parce que lui là-bas, il a eu les possibilités d'avoir ce financement pour venir faire ce film-là. Et le film a déclenché une avalanche de frustration de tous les villages et contrées dont il a passé. Et c'est ça qui a réveillé ces intellectuels. Et les chefs des cantons ont mandaté ces personnes-là pour porter cette plainte-là. D'accord. Et il y a une avocate qui a été commise grâce au film-là. Une avocate sénégalaise, c'est elle qui a formé tous les... Et les avocats nigériens, ils ont fait quoi?
Pour le moment, on les attend. On les attend. Et c'est ce combat-là qu'on va déclencher à partir de... On les attend. Et nous vous remercions vraiment de nous avoir donné ces plateaux-là. Non, bien sûr, non, je pose la question, on les attend. On les attend. Il faut aussi là mobiliser de l'argent pour que les avocats nigériens viennent... D'abord, pour défendre il faut délier les langues. D'accord. Il faut s'exprimer. Okay. Il faut que l'information ne vienne plus des médias français, bien que sûr. Ça vienne de nos propres médias, que ça vienne de nos propres conférences. Il faut organiser des conférences pour éclairer, en tout cas nos jeunes, nos étudiants aujourd'hui, pour qu'ils comprennent. Parce que ce n'est pas une question de patrimoine ou une question d'argent ou une question de mine, c'est une question de dignité. Ouais. Si vous n'avez pas votre dignité... Pour finir, sur ce truc, parce que cette déclaration, c'était depuis le 19 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août et effectivement, on a vu peu de réactions par rapport à ce sujet très important où on parle quand même de restitution du patrimoine culturel du Niger. Et il aura fallu peut-être qu'on organise ce débat. Hein. Sinon, on n'a pas vu d'autres réactions. Hein. Même des médias, comme vous l'avez dit, et peut-être aussi de certains intellectuels et tout. Bon, c'est ça aussi le Niger, c'est ça? C'est ça le Niger, mais je pense qu'on est en train de se réveiller et que les choses vont changer. D'accord. Docteur Abdou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur quels sont les objets culturels volés susceptibles d'être restitués demain? Moi, je vais reprendre une citation d'un des membres de la mission volée chanoine, qui est le sergent Lori, qui décrivait, quand ils sortaient de Kouani le 24 mai 1899, quand ils ont fini leur crime, il disait ceci: Kouani ressemblait à une taupinière avec des rues couvertes, des maisons fraîches et propres construites autour du patio, avec des logements pour des femmes, pour des bains, des serviteurs, des écuries, des greniers pleins de bonnes choses, les boutiques regorgeaient de marchandises et de tant de monde qu'on ne savait plus quoi en faire. C'est cette ville-là. Ça, c'était connu. Oui, ça c'est avant l'arrivée de la mission volée chanoine. Voilà. Et c'est cette ville-là qui n'a plus existé le 24 mai 1899. Alors voilà des gens qui décrivent le crime qu'ils ont fait, qui le nient et qui nous ramènent sur des questions d'objets, etc. Je pense que ça c'est inadmissible et c'est inacceptable. Parce qu'on a l'impression que ces gens ne se rendent pas compte. Qu'on comprend, que nous connaissons ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui, je rappelle encore que la voie de la justice transitionnelle, par le biais des Nations Unies, mais également une prise de conscience, nous permet aujourd'hui de les attaquer dans toutes les instances internationales. On ne dit pas qu'effectivement qu'il existe des lois, des règles qui se ramènent à ce genre de crimes parce que c'est du passé, mais ce qui est certain, parce que la justice transitionnelle aujourd'hui, qui est l'ensemble des mécanismes et d'activités, nous permet d'aller à ce niveau-là. Et on va aller jusqu'au bout, parce que dans tous les cas, certains pays comme la Grande-Bretagne et d'autres pays ont reconnu ce genre de crime. Ils ont reconnu leur faute. Ils se sont excusés. Pourquoi la France, elle, ne le fera pas, continue encore à penser qu'elle a affaire à des gens qui n'ont rien compris et qu'ils peuvent encore continuer leur manipulation. C'est inadmissible. Il faut qu'ils le comprennent. D'accord. Merci. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter à Cuba sur ces objets volés, culturels volés, et si c'est peut-être de revenir un jour ici au Niger? Ok. Donc, pour ce qui est de cette question de remise des objets déjà pillés, nous, ici aujourd'hui, on peut se dire même, on ne sait même pas c'est quoi. Donc, c'est à eux de se prononcer d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont pris et est-ce que ça vaut la peine que nous acceptons cela? D'accord. Donc voilà. Et ceux qu'ils ont pris, ils ont dit qu'ils vont ramener. Et ceux qu'ils ont brûlés. Brûlés, on fait quoi? On fait quoi? Parce que ce n'est pas une seule chose. Ils ont brûlé, ils ont incendié, ils ont pillé, c'est vrai. Et il y a ce qui est utilisable, consommable dans ce qu'ils ont pillé. Ceux qu'ils ont consommé, ça s'élève comment? Et comment ils vont le ramener? Si réellement ils décident de ramener tout ce qu'ils ont pillé, c'est comme ça que ça doit partir. Qu'ils reconnaissent d'abord l'acte qu'ils ont commis. Et maintenant, on fait un état de Dieu de ce qu'ils ont pris. Et maintenant, c'est en ce temps qu'on va penser à la restitution de ce qu'on a pris. Sinon, il n'y a pas question d'une restitution quelconque de ce qu'on a pris, étant donné qu'on ne sait même pas c'est quoi. Et peut-être qu'on n'a même pas besoin de ça maintenant. Et ceux dont on a besoin, eux aussi, ils n'ont pas ça. Ils ont pris de l'or quelque part. Ils ont
Même des êtres humains, ils ont pris des personnes, donc tout ça là. Ils vont les ramener comment? Quelqu'un qu'on a pris de Kony, on l'a amené à Zender et après on ne sait pas là où on l'a amené. Comment on va le ramener à Kony? Quelqu'un qu'on a pris à Sansani Hausa, on l'a amené jusqu'à Kony. Comment on va le ramener à Sansani Hausa? Donc tous ces aspects là, il faut le revoir. Il faut le revoir. Qu'est-ce qu'on a pris? Voilà ce qu'on a pris, voilà ce qu'on a déplacé et voilà comment nous pensons après avoir d'abord reconnaître. C'est la première étape. C'est la première étape. Il faut d'abord Moi, toujours, je tiens sur ça. Il faut qu'ils reconnaissent l'acte avant de procéder à l'étape suivante. D'accord. Voilà. Merci. Merci bien. On va avancer, on va insister. Pourquoi faire, même si vous avez évoqué cette situation tout à l'heure, pourquoi faire cette annonce publiquement et refuser par la même occasion d'assumer ses responsabilités? Que cache cette attitude de la France? Très bien. Je pense que cette question, c'est même elle qui est très fondamentale. D'accord, on y va. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un bras de fer entre la France et le Niger. Oui, ça, on le sait. Sur des choses qu'on connaît et sur des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas. Bien sûr. Maintenant, sur des choses qu'on connaît, ce qu'on sait, c'est que la France, elle est habituée à faire de nous ce qu'elle veut, à nous faire croire. Ça, c'est avant le 26. Avant le 26. Voilà. Ce qu'elle veut qu'on croit. Même, par exemple, nous, on est des cinéastes. Il y a des moments où, quand on va aller chercher des financements, on nous impose un producteur français. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Aujourd'hui, si on travaille sur des projets dont ils n'ont pas le contrôle, ils refusent de financer. Donc, si aujourd'hui, la France est sortie, c'est parce qu'effectivement, vous avez entendu ici qu'il y a une plainte qui a été déposée et que les Nations Unies ont écrit à la France sur un certain nombre de questions pour savoir est-ce qu'elle reconnaît ce que les Nigériens, ces hommes et ces femmes qui ont décidé de ne plus se taire, est-ce que la France reconnaît? Et la France dit qu'elle reconnaît qu'il y a eu la mission Voulez Chanoine, ce qu'elle ne peut pas nier. Elle reconnaît que cette mission a fait des pillages des objets, mais qu'elle ne reconnaît pas les crimes humains, matériels même, et même des crimes économiques. Elle ne reconnaît pas. Oh, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Et si aujourd'hui la France réagit, parce que d'ailleurs, même les Nations Unies, ils étaient étonnés parce que d'habitude, quand de telles choses sont envoyées, la France les ignore. Mais quand il s'agit du Niger, parce qu'ils savent que les Nigériens ne vont pas rester là, et que le Niger aujourd'hui, même sur des choses, nous on cherche même où se trouve le problème pour les soulever. Donc là, comme le problème a été soulevé et ça a été publié, et là ils sont obligés de réagir, mais cette réaction, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est une diversion. C'est une diversion. C'est une diversion parce que le vrai problème posé n'a même pas été effleuré. Nous, on dénonce les milliers de Nigériens massacrés. On dénonce les femmes, parce qu'à Kony, ils ont enlevé 700 femmes. 700. Et quand on dit enlever... Le chef de l'État a fait cas de ça. Effectivement. Et quand on dit enlever, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris toutes les femmes. Ils ont trié pour prendre 700 femmes. Ils sont partis avec. Ils ont trouvé qu'on est une ville de 20 000 habitants. Ils ont massacré 80%, parce qu'il ne faut même pas parler en termes de nombre, il faut parler en termes de pourcentage. Parce que les génocides là, ce n'est pas une question quantitative, c'est une question qualitative. Moi je pense que c'est un génocide. Si aujourd'hui vous prenez une lignée de 10 personnes, vous massacrez 9, ce n'est pas parce que c'est 10 personnes, mais vous avez commis un génocide, parce que vous avez massacré toute une lignée. C'est exactement ce qui s'est passé. Les seuls témoins, c'est ceux qui se sont enfuis. Et si on parle aussi de cette question de patrimoine, quand ils sont venus à Kony, ils ont réclamé qu'on leur donne 2000 têtes de bétail. Parce qu'ils savent que Kony, c'est une ville d'élevage. Kony a refusé, et je pense que quand ils ont pillé Kony, ils ont pris ces 2000 têtes de bétail, ils se sont servis à volonté, ils ont détruit les murailles, parce que Kony avait des murailles. Ils ont fait 8 coups de canon à Kony. Si je me trompe, 8 coups de canon, ils ont détruit la ville, qu'ils ont décrit sur des kilomètres carrés. Donc, moi je prends le cas de Kony. Pourquoi? Parce que c'était l'épicentre du mal. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à Kony, on ne peut pas admettre ce qui s'est passé ailleurs. Donc moi je pense que cette question de patrimoine, si aujourd'hui la France s'est saisie de cela, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu des plaintes. Et la France, en soulevant uniquement la question de patrimoine, moi je pense que c'est une fuite de responsabilité. Elle veut se cacher derrière ça. Et je pense que même le ministère de la Justice, parce que là on va aussi en parler, parce que le Niger a répondu aussi. Le Niger a réagi déjà? Oui. D'accord. C'est pas seulement la France qui a été sollicitée. Effectivement. C'est pas seulement la France qui a été sollicitée pour apporter des réponses. Même le gouvernement du Niger, les Nations Unies, ils ont
contacter et la victime et le bourreau pour demander au Niger où est-ce qu'ils en ont, pourquoi ils n'ont pas demandé la réparation depuis tout cela. Et je pense que le Niger a apporté la réponse. Et je pense que la semaine prochaine, au prochain débat, le ministère de la Justice sera là. Voilà, le ministère de la Justice sera là pour évoquer en tout cas qu'est-ce que le Niger a répondu et pourquoi il a répondu comme ça et quelle est l'étape suivante. D'accord. Voilà. Merci. Oui, M. Hussein, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question Pourquoi faire cette annonce publiquement et refuser par la même occasion d'assumer ses responsabilités? Que cache cette attitude de la France aujourd'hui? Dans la réponse qui a été transmise, qui nous a été tous transmise, la réponse de la France, elle n'a jamais été cas d'une quelconque restitution. Ce que la France a dit, elle ne reconnaît pas les crimes, mais elle est prête à dialoguer. Cette information, nous l'avons tous... Un dialogue sur quoi? Oui, on ne sait même pas, on ne sait pas. L'information selon laquelle la France est prête à restituer, nous l'avons tous appris à travers le journal The Guardian. The Guardian, voilà. Le journal britannique. Voilà, c'est un journal britannique. Voilà. Je rappelle que j'ai fait un entretien avec ce même journal, un entretien téléphonique avec ce journal par rapport à ce combat que nous sommes en train de mener. Donc, c'est une attitude condescendante. La France a toujours été condescendante vis-à-vis du peuple nigérien, vis-à-vis de l'homme noir, il faut le dire. C'est condescendant. Vous ne pouvez pas commettre un crime, nier ce crime et dire que vous allez négocier. Négocier par rapport à quoi? Voilà. Maintenant, par rapport aux actes en tant que tels posés, je rappelle pour ce qui est de Gungu. À Gungu, il y a eu une bataille. J'ai eu l'honneur de suivre l'élément que vous avez mis sur la résistance de Gungu. Une résistance d'ailleurs que la majorité des gens à Gungu ne connaissent pas. Ils ne savent même pas qu'il y a eu résistance à Gungu. Il a fallu le passage... D'où ce qu'on dit, hein, le Nigérien ne s'intéresse pas à son histoire. Il faut dire la vérité. Le Nigérien ne s'intéresse pas à son histoire. Les Nigériens s'intéressent... On a vraiment... Excusez-moi de le dire. Allez-y. On a vraiment un esprit, ce combat-là. Ce combat-là qu'on est en train de faire. Pour la souveraineté. Pour la souveraineté. Les gens pensent que c'est le combat du CNSP. Que c'est le combat du CNSP. Alors que c'est le combat de tout le monde. De tout le monde. C'est un combat pour chaque Nigérien. À Gungu, je le rappelle, il y a eu une résistance. La résistance de Gungu. Ils ont brûlé le village. Aujourd'hui, quand vous partez à Gungu, les anciens vont vous montrer les sites d'un puits dans lequel ils ont mis les cadavres. Et on estime qu'il y avait à peu près 600 cadavres qu'ils ont mis enfouis dans un puits. Enfouis dans un puits. Et le puits est là. Et le puits est là. Avec Rob, le réalisateur du film, on a visité l'endroit. On a visité aussi la tombe du sultan, du chef qu'ils ont assassiné avec sa petite fille qui est à côté de lui. Le chef de canton de Gungu. Le chef de canton de Gungu, Aboubakar de l'époque. D'accord. Ils ont tiré sur lui. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils l'ont étranglé avec son turban. C'est avec son turban ils l'ont étranglé avant de piller pour passer. Et ils ont, pour ceux qui connaissent Gungu, il y a une petite colline qui longe la ville du côté nord-est. Ils ont posé un canon sur cette colline. Les populations qui fuient en direction de l'est pour aller vers le Nigeria, beaucoup ont été massacrés à partir de ces canons placés sur une colline. Et beaucoup ont fui pour aller vers le Nigeria. Il y a seulement quelques années, je me rappelle, il a été découvert une famille vivant à Kano qui disent que c'est des Nigériens, c'est des Nigériens d'origine nigérienne. Ils disent que leur grand-parent leur a fait comprendre qu'ils ont quitté Gungu à la suite d'une bataille que des Blancs sont venus, c'est-à-dire mener contre Gungu. Et probablement, ça ne devrait être que cette bataille. Tout à fait. Donc, ce qui fait qu'il y a eu donc des migrations. Les gens sont partis et ils ne sont plus revenus. Tout ça, ajouter donc les massacres commis, ajouter les pillages, tout ça, il faut déterminer, c'est-à-dire la responsabilité de cela, et il faut qu'il y ait vraiment une justice là-dessus. D'accord. Et ce n'est pas seulement le cas de Gungu.
les représentants de Medjergi et Sansana Hausa ne sont pas là. On va les écouter dans le prochain débat pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Il y a, parce que moi j'étais parti avec Rob jusqu'à Tessawa. D'ailleurs, c'est grâce à ce film que je suis parti jusqu'à Tessawa. Il y a un village dans la région de Maradi. Le village s'appelle Korankalgo. Le village a été systématiquement rasé. À Korankalgo, c'est un génocide qui a été commis. C'est un génocide. Et pourquoi tout cela reste aujourd'hui encore impuni? Pourquoi cela reste encore un tabou? Je pense que nous sommes dans un contexte favorable à notre combat. Bien sûr. Parce qu'il y a quelques années, nous ne pouvons pas le faire. Ouais. Je me rappelle quand le film allait être projeté, on avait fait la projection à l'espace Franc-Fanon. Il y a des autres, je ne vais pas les il y avait des autorités qui avaient refusé des autorités nigériennes de l'époque qui n'ont pas eu le courage, je pose cette question, qui n'ont pas eu le courage d'aller sur ce film-là. Oui. Et pourquoi? Parce que elles ont peur. Parce que le film parle mal de leur patron. Et donc et ces autorités ont peur. Ils ont peur. Ah oui, voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un contexte favorable. Tout à fait. Le CNSP est dans cette logique du combat pour la souveraineté totale du Nigérien. Tout à fait. Ce qui fait que notre combat et celui du CNSP, c'est un combat générationnel, c'est un combat pour la souveraineté, pour la dignité du Nigérien. D'accord. Donc, je pense que notre présence ici, sur ce plateau, témoigne de cela. D'accord. Si c'était en 2021, je suis sûr que nous ne serons pas ici. Il n'y aura pas ce débat. Il n'y aura pas ce débat. Il n'y aura pas ce plateau. Ça, c'est sûr. Ça, je n'en sais rien. Il n'y aura pas ce débat. Je n'ai pas peur de le dire, moi. Je n'en sais rien. Pour le moment, on attend de le faire. Depuis l'arrivée du CNSP, je dois le dire, le plateau est ouvert. On reçoit tout le monde, on discute sur tous les sujets pour la bonne compréhension des populations sur ce qui s'est passé et comment il faut faire pour faire avancer notre pays. Et je pense que le CNSP a gagné ce pari, hein, comme vous l'avez dit, parce que si vous dites si c'est en 2021, on ne peut pas se retrouver sur... On est en 2025 avec le CNSP, on est encore là, voilà. Merci. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette annonce publiquement, qui était publique, et par la France, et refusée par la même occasion d'assumer ses responsabilités? Que cache cette attitude de la France? Voilà. Mais en vérité, je pense que Sani a bien schématisé les choses. Parce qu'il y a eu une plainte déposée. Et la France était... les Nations Unies ont rapporté ces plaintes à la France et au Niger. Et la France était obligée de répondre. Pour une fois. Oui, non, mais ça veut dire que c'est le processus. Bien sûr. Quand les Nations Unies posent... Mais est-ce que je pose cette question, docteur, si c'est avant les événements du 26, c'est possible ou pas? Oui, la France était obligée de répondre. Ça veut dire que c'est une obligation de répondre. D'accord. Mais pas de prendre... Mais la plainte a été déposée depuis 2019, vous l'avez dit. Oui. Et pourquoi c'est maintenant en 2025 qu'il y a eu cette réponse de la France? Je pose cette question. Oui, parce que en vérité, il y a eu un processus qui a été celui-ci. La plainte a été déposée. Un avocat britanno-sénégalais a été commis pour regarder et défendre nos positions. Et pas un avocat nigérien. Non, je dis, pas un avocat nigérien. C'est un avocat britanno-sénégalais. Sénégalais. Et pas un avocat nigérien. Dans une affaire qui concerne le Niger. Oui. Donc, cet avocat a instruit ce dossier et il a déposé, en fait, en 2025, dans le fond. Donc, ça va pendant 4 ans. D'accord, on est d'accord, on a compris. Donc, quand ceci a été fait, c'est quand ceci a été déposé que les Nations Unies ont regardé, ont dit attention, voilà la plainte déposée, et vous, France, voilà ce qu'on vous reproche. Et ce qui est grave, c'est que la France, dans tout le contenu qui avait été donné, présenté, c'est de dire que, en fait, c'est des allégations, c'est inadmissible. Des allégations alors que vous aviez des documents qu'eux-mêmes ont écrits, qu'eux-mêmes qui sont contenus dans les livres d'histoire et qu'on enseigne à nos enfants. Et qui disent que nous-mêmes on a étudié. Qui disent que c'est des allégations. C'est inadmissible. Ah oui, voilà. Je pense que c'est autour de tout ça d'abord qu'il faut qu'ils comprennent que nous, on sait que ce n'est pas des allégations et que nous avions encore la possibilité qui nous soit donnée par des instances internationales, mais également cette fois-ci nationale, parce que, comme les autres l'ont dit, le gouvernement du Niger a pris ça en charge. D'accord. Parce qu'il a répondu également
à la lettre des Nations Unies qui a été adressée également pour soutenir nos revendications. D'accord. Voilà. Ok, merci. Oui, Yacouba, qu'est-ce que vous allez ajouter? On passe à la dernière question pour finir. Hein. Oui, donc en fait, par rapport à l'approche de la France pour le traitement du dossier qui concerne donc la plainte, et c'est vrai, la France a répondu, mais il faut reconnaître qu'elle a même répondu avec retard. Parce que le Niger avait répondu et 2 semaines après, donc ils ont senti que le Niger a déjà répondu, c'est instant qu'ils ont répondu de la façon qu'ils veulent. Comme quoi les choses ont changé au Niger. Hein. Voilà. Sinon, si c'est vrai, c'est possible de répondre en 2 semaines. Je ne pense pas. Voilà. En fait, ils ont eu un délai de plus d'1 mois, je pense. Mais le Niger a répondu, ils ont le même délai. Le Niger, ils ont répondu, c'est quand le Niger a répondu, ils ont entendu la réponse du Niger, et c'est en ce temps qu'eux aussi, ils ont... Comme quoi les choses bougent avec le CNSP. C'est ça, justement. Parce que ce n'est pas... Comme quoi les choses bougent pas en 2022. Voilà. Ils ont compris que nous ne sommes pas en 2022, donc il fallait répondre. D'accord. Donc voilà, en fait, ce que j'ai... Et vous allez réagir. Allez-y. J'arrive. Donc c'était ça, quoi. En fait, leur réponse avec le retard était obligatoire. Parce qu'il faut qu'ils répondent. D'accord. Merci. Oui. Peut-être si c'est pas dans ce contexte-là, peut-être moi ce que je vois c'est qu'il allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer? Avant les termes de la réponse. La France allait négocier en coulisses avec les autorités pour qu'il n'y ait pas de réaction. Et ça allait se passer. Et je pense que beaucoup de dossiers ont été égarés comme ça. Comme ça. Les gens agissent. La France négocie en coulisses avec sans doute des menaces. Et puis les gens passent à ce silence. Ou bien soulèvent un autre sujet qui change carrément le débat. De la diversion. Voilà, et je pense que c'est la méthode des puissances. Voilà. Et pour dire cela aussi, je pense que la prochaine question va nous amener à cela. Mais il y a eu énormément de deals entre les puissances. Quand il y a eu ces massacres-là, Kony n'était pas française. Kony appartenait à l'Angleterre. Ah oui. C'est quand le massacre a été tellement grave que l'Angleterre a dit qu'elle ne peut pas garder ça. Parce que tôt ou tard, les Nigériens vont réclamer justice. Et là, ils ont signé une convention, ils ont fait un troc pour que la France donne un port de pêche au Canada, à l'Angleterre, et l'Angleterre cède la France. D'accord. Cède Kony. En ce temps-là, la frontière était à 8 km au nord, ils ont ramené ça à 8 km au sud de Kony. Et c'est en ce temps-là que Kony était devenue nigérienne. Ça, c'est en 1905. D'accord. Voilà. Ça m'amène à poser cette question, hein, parce que si vous dites qu'il y a quelque temps, Kony était sous l'influence anglaise, il aura fallu que ça soit français. Et ce n'est pas là alors l'intérêt manifeste du journal The Guardian pour parler de cette affaire ou pas? Je pose la question. Parce que pourquoi s'intéresser à cette question comme ça s'il n'y avait pas peut-être ce que vous venez d'expliquer? J'aimerais vraiment comprendre pourquoi l'intérêt du journal The Guardian par rapport à ce sujet. Je pense que déjà les puissances occidentales, même si elles paraissent unies, elles se font des guerres. D'accord. Chacun veut que l'autre soit montré comme plus monstrueux que l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, d'influence et d'intérêt. D'ailleurs, quand les deux missions passaient, parce que la mission anglaise, elle passait au nord, la mission au sud, la mission française passait plus au nord. Mais quand l'Angleterre, quand elle passe avant les Français dans un village, ils disent signez vite. On va vous protéger contre les Français qui arrivent. Et comme les gens ont appris que les Français étaient tellement sauvages, armés, et ils ne faisaient pas la distinction, ils massacraient tout le monde, ils signaient vite. Donc l'Angleterre a eu ses colonies de façon gratuite. C'est les Nigériens qui ont refusé d'accepter. D'accord. Voilà. C'est ce que vous avez vu dans les documents. Ensuite, deuxièmement, pourquoi c'est le Guardian qui a réagi? Parce que le réalisateur du film, il est anglais. Et l'Angleterre avait financé la production de ce film-là, African Apocalypse. Et donc, immédiatement, quand il y a eu ces plaintes-là, quand les réponses ont été données, le réalisateur avait saisi ces journaux-là pour leur donner la réponse de l'Angleterre et immédiatement, et de la France, ils ont réagi pour faire ces articles-là. Ensuite, les journaux français, ils ont encore réagi. Et je vous assure que beaucoup de journaux sont en train de soutenir le combat que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, ils ne veulent même pas que la France nie cela. Parce que pour eux, on doit dépasser cela. Alors que les médias nigériens ne disent rien. Ils ne disent rien. Et je pense que merci pour la télévision nationale. Et la télévision, elle est pour tous. Hein. Elle est pour tous, elle est démocratique depuis le 26. Ah oui, ça je dois le dire. Pour finir, hein, vraiment ce débat, hein, puisqu'on a fait pratiquement le tour du sujet, quel sera votre message en direction des autorités de la refondation, dont on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que les relations ne sont pas bonnes, hein, avec la France depuis le 26 juillet?
Quel sera votre message? Merci. Sani. Merci, Timogo. Moi, je pense que, comme on l'a dit, le combat là n'est pas uniquement le combat du CNSP. Du CNSP, ça c'est vrai. Mais le CNSP doit être à l'avant-garde. Créer les conditions. Mais le gouvernement a réagi en 2 semaines, vous l'avez dit, suite à la lettre, à la saisine de l'ONU. Justement, créer les conditions pour que les gens se sentent en sécurité pour s'exprimer. D'accord. C'est-à-dire quand on doit s'exprimer vraiment. Non, mais vous êtes en train de vous exprimer librement sur le plateau de télé, ça, là, ce que je vais dire, par exemple aujourd'hui, quand on parle de ce massacre-là, il n'y a que 8 blancs dans la colonie, dans les massacres, dans la mission. Il n'y a que 8 blancs. 8. Et les 8 blancs, ce n'est pas eux seulement qui ont fait tous ces massacres-là. Ils étaient accompagnés par des tirailleurs qui sont aujourd'hui des tirailleurs des colonies du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat unique. On parle de l'AES. Ce que le blanc a fait ici, il l'a fait au Mali. Et au Burkina. Avant de le faire ici, c'est parce qu'il a soumis les Maliens d'abord. C'est pour ça qu'il les a enrôlés pour venir soumettre les Nigériens. C'est une stratégie, ça on le sait. Voilà. Tous. Moi, je pense que ce débat-là doit être porté à l'échelle sous-régionale. D'accord. Parce que c'est le même mal qui nous a infectés. Oui. Vous voulez, avant de venir au Niger, celui qui a coupé les bras, les doigts, les têtes des Mossi. Oui, avant de venir. Ils ont conquis les Mossi avant de venir. Donc, dans un premier temps, le gouvernement devrait créer ces conditions-là pour que le débat se fasse de façon vraiment générale. Quand je dis général, le gouvernement qui peut le faire. Hein. Oui, on est d'accord. Parce qu'il y a des cadres qui ont déjà été créés. Je suis sûr d'une chose, les Maliens et les Burkinabés qui nous regardent chaque soir, sans doute ça va les inspirer aussi à faire la même chose. Deuxièmement, le combat que l'État est en train de mener doit être repris par des citoyens, que ce soit des acteurs culturels. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai entendu aucune chanson qui parle de cette époque-là. Aucune. Moi, je n'ai pas entendu. Ok. Je n'ai pas entendu, on parle de Bodo, ça c'est vrai, mais des fois c'est des éloges. On ne parle pas de la profondeur de ces massacres. De ce massacre, d'accord. Troisièmement. Donc ça, les acteurs culturels sont saisis. Hein, ils sont saisis. Ils sont interpellés. Voilà. Il y a pas au lieu de venir faire des chansons où il n'y a que des éloges. Ensuite, la recherche. Les universitaires. On devrait leur permettre, parce qu'aujourd'hui, si on est tous là en train de chercher des documents, c'est parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ou du moins, ils sont là, mais on n'arrive pas à capitaliser le contenu et à le rendre public. Et pourtant, Dieu sait, il y a beaucoup d'historiens. Moi, je me rappelle, j'ai fait un post Facebook. Et ils font quoi, ces historiens, aujourd'hui? J'ai fait un post Facebook où je parlais du retour de la mission Voulé-Chanoine. Parce qu'on connaît l'allée, mais on ignore ce qu'ils ont fait. Et un historien m'a contacté. J'ai dit, bon, si vous n'en parlez pas, pour moi, vous ne connaissez pas. Bien sûr. Si vous connaissez, pourquoi ne pas en parler? Tout à fait. Donc l'État devrait créer ce cadre-là. D'accord. Et ensuite, travailler en collaboration avec ceux qui sont déjà entamés dans le combat. Pas les désavoués, parce qu'aujourd'hui, le combat là qu'ils sont en train de mener. Moi, je suis cinéaste. Je suis en train de filmer tout le processus pour réaliser un documentaire qui n'est pas un documentaire comme African Apocalypse, qui est destiné à documenter, à ouvrir les yeux. Moi, c'est un documentaire de combat. Un documentaire qui est destiné à provoquer cette unité des Nigériens pour que justice soit faite, pour que réparation soit faite, pour que même l'opinion internationale, même les Français, parce qu'aujourd'hui, je le souligne très bien, ce n'est pas les Français qui sont mauvais. Ce ne sont pas tous. C'est leur gouvernement. C'est leur politique. On est d'accord. Donc, et ils sont prêts. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a des Français qui nous donnent des archives. Il y a des Français qui nous disent, nous, on est prêts à témoigner aujourd'hui. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc, moi, je pense que l'État du Niger peut favoriser tout cela. D'accord. En créant les conditions, en donnant, ce n'est pas des gros moyens. Aujourd'hui, la communication est essentielle aujourd'hui. Parce que si c'est seulement les médias occidentaux qui relaient cela, ça peut pas ça ne fera même pas peur à la France. Bien sûr. Mais si ce sont nos médias, ce sont nos villages, ce sont nos étudiants, ce sont nos élèves, ce sont tous ces mondes-là qui s'approprient de cette histoire-là. Je vous jure, avant la fin de cette année-là, vous allez voir que les Français vont dire, on va reconnaître
pour que cette histoire s'arrête. Parce qu'ils savent que le Niger, là, quand on commence un combat, on les termine. Mais on l'a vu, hein, avec le départ des forces françaises, il aura fallu que tout ce beau monde se mobilise au niveau de l'escadrille pour que les forces françaises quittent. Exactement. Je suis d'accord. Donc on peut faire la même chose. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de faire. Absolument. Oui, Ousseini, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Quel sera votre message? Rapidement, mon message... En direction des autorités de la refondation. Oui, avant ce message, permettez-moi d'évoquer un peu... Sani vient d'effleurer une partie là qui est intéressante, sur laquelle j'aimerais un peu réagir. Il a parlé, par exemple, comment on appelle, du parcours de la mission, c'est-à-dire dans le Burkina Faso actuel, des massacres qu'ils ont commis dans les Moussis. Je rappelle que c'est suite à ces exactions commises dans les Moussis et les Gouroussi que la France a décidé d'attribuer le grade de capitaine à Voulé et à Chanoine. Ils ont acquis leur grade pour les récompenser. C'est pour les récompenser. C'est en récompense à ce qu'ils ont fait. Avant même d'arriver au Niger. Avant même d'arriver au Niger. C'est en récompense à ce qu'ils ont commis dans le Moussi et les Gouroussi qu'on a décidé de leur octroyer le grade de capitaine. Ça veut dire que la France approuve déjà ce qu'ils font. Bien sûr. Ça veut dire que ce qui a été commis au Niger est un acte prémédité. Oui, parce que ils ont commis la même chose au Burkina. Ils n'ont pas été sanctionnés, ils ont été d'ailleurs promis capitaine. Et je rappelle que c'est un membre de la mission, en l'occurrence le lieutenant Peto, qui n'était pas du tout d'accord avec le comportement qu'ils étaient en train de mener sur le terrain, qui a fait en sorte que la France soit au courant de ce qui est en train de se passer. Peto, qui était un lieutenant, avait envoyé une lettre à une de ses copines en France dans laquelle il relatait tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et la copine a fait publier la lettre, c'est-à-dire à un journal. Et l'information donc a fait écho donc en France. Et c'est en ce moment-là que la France avait décidé d'envoyer le colonel Club pour qu'il vienne prendre donc l'atelier. Maintenant, pour revenir au message, à mon message à l'endroit des autorités. D'abord, le CNSP, il le fait déjà. Il est dans cette logique-là de la reconquête totale de notre souveraineté. Tout à fait. Un grand pas a été fait, il faut le dire. Un grand pas a été fait. Alors, le CNSP, ce combat-là, nous avons commencé, c'est-à-dire en tant que comité restreint. C'est ça. Le CNSP doit, c'est-à-dire prendre ce combat pour le mener en tant qu'autorité. Parce qu'aujourd'hui, si la France, par exemple, s'il y aura peut-être négociation, ce n'est pas négociation entre nous. Bien sûr, c'est avec l'État. C'est avec l'État, c'est d'État à État que ça devrait se faire. Donc le CNSP doit prendre ce combat à bras le corps, c'est-à-dire pour mener ce combat avec toute l'énergie possible. Ensuite, nous sommes comment on appelle, des communautés. Nous avons mené ces combats-là dans des conditions... On a vu, parce qu'il y a les gens de Gungu, il y a les gens de Koni, il y a les gens de Lougou. Voilà. Et de... Moi, par exemple, je réside à Tibri. Je me déplace pour venir, juste pour cette occasion. La semaine passée, j'étais là quand on a dit que le débat n'aura pas lieu. Je suis retourné. Donc, on avait beaucoup d'activités. On avait préconisé de faire ce débat depuis longtemps, mais compte tenu du programme de l'emploi, c'était pas souvent le CNSP doit... En plus de ça, le CNSP doit faire en sorte que l'histoire du Niger soit révalorisée. D'accord. Le CNSP doit instruire le ministère de l'Éducation nationale pour que l'histoire du Niger soit prise en compte dans l'enseignement au primaire comme au secondaire. D'accord. Parce que on nous enseigne des choses. On nous enseigne la Révolution française. Retirer par exemple cette histoire de drame de Dankori. Oui, retirer surtout cette histoire de drame de Dankori. Les Français ont été tués, c'est eux qu'on parle et on ne parle pas des milliers d'hommes. On ne parle pas enseigne ça à nos enfants. On enseigne ça à nos enfants. Dans la refondation. Oui, puisque le programme n'a pas été changé. Je sais que le CNSP est capable de faire au-delà, c'est-à-dire du CNSP, puisque
je le disais tout à l'heure, il y a déjà un comité qui est mis en place pour réécrire notre histoire. Ça veut dire que ça rentre déjà dans ce cadre. On est d'accord. Donc, le CNSP doit faire en sorte que l'histoire, nos héros là, soient connus. Au lieu qu'on nous enseigne la Révolution française, au lieu qu'on nous enseigne la première, la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, peu de gens ignorent qui est comment on appelle, qui est Samori Touré, qui est Soni Alibert, qui est par exemple le sultan de Gungu qui a été assassiné par Voulé. Ah, ça vous l'avez dit. Beaucoup l'ignorent. Ouais, beaucoup. Donc, Saraounia Mongou et tout. Saraounia Mongou et tout. Amadou Kourandaga et tout. Et beaucoup ignorent. On l'enseigne ça de façon superficielle. Mais dès que vous posez une question à un élève aujourd'hui sur les autres figures historiques effectivement. de l'Occident, c'est tout ce qu'on va vous dire. Donc le CNSP doit aller dans ce sens. Très bien. Le ministère de l'Éducation nationale... Le message là, il va passer. Il doit tenir compte, c'est-à-dire de cet aspect-là. On doit revaloriser notre histoire, on doit l'enseigner, on doit intérioriser ça pour qu'il y ait désormais un Nigérien bien refondé, bien sûr, qui est capable de défendre ce pays partout ça commence par là. Oui. L'histoire est une école de patriotisme, comme on l'a dit. Donc, il faut que cette histoire-là soit véritablement enseignée pour que nous soyons à mesure de défendre notre pays partout où besoin sera. Parce que pour défendre le pays, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Merci. Voilà. Merci, vraiment merci Ousseini pour ces mots. Merci. Oui, docteur, quel sera votre message, vous? Moi, mon message, c'est de dire que le combat que nous menons n'est pas un combat perdu, pour les raisons qui sont les suivantes. Parce que l'Allemagne a présenté ses excuses au Namibien. C'est que la Belgique a exprimé ses regrets au peuple congolais. C'est que la Grande-Bretagne a présenté ses excuses et versé des réparations aux combattants Momo au Kenya. C'est que la Libye a présenté ses excuses officielles pour les crimes durant la colonisation en Libye. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de raison que la France, elle, pense qu'elle peut faire l'économie. C'est important. C'est très important. De deux, il faut nécessairement que, comme on dit, que les vérités historiques soient reconnues. Parce que c'est évident que si nos enfants, qui sont grands maintenant, étaient au courant de l'histoire coloniale, il y a des actes et des comportements qu'ils ne devaient pas avoir. Et c'est la faute à qui? Mais justement, c'est la faute à l'enseignement. Et au contenu. C'est la faute à l'enseignement et au contenu. Voilà. Ok. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut nécessairement qu'il y ait dans toutes les disciplines, pas simplement celle de l'histoire, mais dans toutes les disciplines, des contenus qui soient vraiment des contenus qui s'adressent à nous. Et c'est possible. Et c'est possible, c'est la même chose en économie, en histoire, en géographie, dans toutes les autres disciplines. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de restitution de connaissances générales, mais il s'agit d'adapter ces connaissances que nous avions pour le bien et les bénéfices de nos pays. Voilà. D'accord. Oui, Yacouba, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va finir avec vous. Moi, ce que j'ai allé ajouter par rapport à tout ce qu'il venait de dire, c'est d'abord remercier l'acte de bravoure que le CNSP a eu à faire au Niger à partir de la date de 26 juillet. Parce que cela va nous faire beaucoup profiter de faire atteindre l'objectif qui s'est fixé depuis 2019, suite au film, 2021 qu'on a déposé la plainte, jusqu'à aujourd'hui où la France commence à répondre au moins à ce qu'on a dit, même si ce n'est pas favorable. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le CNSP étant au courant de ce qui se passe, il doit prendre les choses en main pour accompagner. Parce que nous, on ne peut rien faire, parce que même s'il faut aller devant les Nations Unies, ce n'est pas nous, en tant qu'individu, qui doit partir sur le pays, qui doit se représenter à l'instant. Donc on a fait un combat, et ce combat revient au pays d'achever le reste. Voilà ce que j'ai ajouté par rapport à ce aspect. Merci. Il y avait l'autre qui avait évoqué par rapport à ce qui est de l'histoire. Aujourd'hui, on sait que c'est Saraounia Mongou qui a fait le combat avec le blanc. Mais après, à Lougou. Et c'est elle qui a fait une résistance. Ils l'ont informé de leur passage et elle a refusé. Et elle les a même insultés par rapport à leur passage chez elle. Elle n'a pas bougé. Mais heureusement, ou malheureusement pour eux, ils n'ont même pas atteint l'objectif parce que nos hommes brûlés n'ont pas atteint l'arène. Parce que c'est ce qu'ils voulaient en réalité, mais ils ne l'ont pas eu à faire.
Et de la Saronia Mangou à cette date-là, aujourd'hui, nous sommes à la 9e Saronia. Mais personne de l'histoire ne peut aujourd'hui, dans aucune classe, on peut vous dire qu'est-ce qui a succédé à Saronia Mangou. Personne ne le peut. Même à l'université, même les historiens, ils ne peuvent pas faire ressortir. Et pourquoi? Les descendants. C'est parce que on venait de lui dire il n'y a pas un travail fait sur ça et l'histoire du pays n'est pas allée. C'est ça le problème. Il y a eu combien de Saronia avant Mangou? C'est pas avec Mangou qu'on a commencé. Bien sûr. Il y avait eu beaucoup de Saronia avant Mangou et après Mangou, il y en a beaucoup d'autres. Nulle part dans les écrits, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça. C'est très dans des rares cas où les documents de certains écrivains qui ont un peu parlé de Rennes avant Saronia, Erkassa avant Saronia Mangou et de Saronia Mangou. Maintenant, peut-être que tout le monde connaît. Voilà, à la RTN, on a, je crois, ça va des documentaires, hein, dans ce sens, où on a rappelé un peu ces histoires de loup, hein, parce qu'on les diffuse souvent de temps à autre. Voilà. Ça, au moins, je sais qu'à la RTN, on a fait ce travail. Voilà. Donc, c'est très bien parce qu'il faut que les gens sachent que ce n'est pas Mangou seulement. Parce qu'actuellement, même, il y a des gens qui me demandent Mangou, là, mais depuis 1800, là, elle est encore vivante. Parce qu'on dit qu'il y a une Saronia. Donc, vous voyez ce que ça fait, que les gens ne comprennent pas. C'est quoi. D'accord. Donc, c'est ça un peu le souci. Il faut que les gens sachent qu'il y a des choses qui se sont passées bien avant Mangou et il y a des choses qui se poursuivent. Quoi. Après. Voilà. Merci vraiment pour votre contribution à ce débat et tout ce que, en tout cas, vous avez soutenu. Et le combat que vous êtes en train de mener, j'espère que c'est un combat noble et sans doute avec l'appui du CNSP, on sera au bout du tunnel. Vraiment merci. Docteur, merci aussi pour votre contribution et tout ce que vous avez tout à l'heure appelé concernant Kony, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, mais ce que vous avez rappelé, c'est vrai, parce que les gens ne le disent jamais. Ils ne le disent jamais. C'est de manière superficielle, mais vous avez quand même apporté des informations sur ce que Kony a vécu, ce qui n'est pas vraiment normal. Et j'espère qu'avec la plainte qui est déposée, sans doute on aura bientôt une solution par rapport à ça. Vraiment, merci. Sani, merci. Peut-être je vais au moins poser une question avant que vous répondiez, avant en fait de finir avec vous, une question sur votre film en cours. C'est quoi ce film en cours en question? Parce que vous avez un film en chantier. C'est quoi exactement? Actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie de mon film. Ça intègre l'histoire, ce débat-là. D'accord. Ce débat-là. Ce débat-là, de grand débat-là. Sur les méfaits de la colonisation. Sur ces grands débats-là que vous organisez. D'accord. Ça sera l'objet de votre film. Ça devient une séquence de mon film. D'accord. Pourquoi? Parce que mon film, qui s'appelle Kony, Mémoire et Justice, parce que Kony, c'est l'épicentre de ce massacre-là. Et je voudrais, à partir de Kony, à partir de ce grand massacre qui a été commis à Kony, rappeler tous les massacres qui ont été faits au Niger, mais en même temps aussi que la population ait la possibilité de prononcer directement ses exigences. Et si la justice moderne n'arrive pas à se faire, que la justice traditionnelle se fasse par rapport à cette question. Et je travaille sur ça. Et depuis que, avant même que ce combat-là ne commence, quand ils ont commencé le combat, ils sont devenus les personnages de mon film. Donc le film, il est en train d'être il sera prêt quand? Et nous souhaitons... Il sera prêt quand? Il sera prêt. C'est ce qui est important. Il sera prêt dans combien de temps? On va le suivre, on va le regarder. Pour le moment, il est en train d'être... on cherche les moyens. D'accord. Et puis les conseils, parce que moi je pense que le général, le président... Le président a beaucoup de connaissances. Ah oui, ça on l'a vu. Il essaie de nous donner à compte-gouttes. On l'a vu, Mais nous souhaitons vraiment qu'il nous rencontre et qu'il nous donne tout ce qu'il sait. Et qu'il soit même ce personnage de ce film-là, en dehors des archives que je peux trouver, vraiment qu'il puisse se prononcer directement face à ma caméra. Vous avez fait passer votre message, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Et vraiment merci aussi pour votre contribution et tout ce que vous avez dit ce soir et tout le travail que vous avez fait depuis des années. C'est pas facile, ça, on sait comment souvent les réalisateurs, les cinéastes vivent. Mais avec la persévérance, je crois que vous êtes en train d'aller de l'avant. Et aussi ce rappel que vous avez fait en relation avec The Guardian et le réalisateur et tout. Donc, grâce à vous, aujourd'hui, on connaît l'histoire, en tout cas, de cette colonne de Voulé Chanoine qui est passée au Niger avec tous les dégâts et tout. Et je pense que ça va amener beaucoup de Nigériens à prendre conscience de cette situation. Et cette plainte déposée, j'espère qu'elle aura un écho favorable. Vraiment, merci. Ousseini, merci aussi pour votre contribution et tout ce que vous avez dit sur Gungu. Parce que personnellement, j'ignorais ce que vous avez dit. Il faut dire la vérité. C'est que vous l'avez rappelé, ce chef de canton
la mission a voulu tuer à travers des balles, ça n'a pas été possible. Et ça, c'est l'Afrique. Mais il a fallu prendre son turban pour l'étouffer. Bon, c'est le sort qu'on doit nous tous connaître, et les jeunes écoliers aujourd'hui. Et c'est bon, vraiment, pour rappeler cet épisode. Et tout ce que vous faites en tant qu'historien, vous avez interpellé vos collègues historiens, et qui doivent faire un travail de mémoire. Il faut dire la vérité. Et sans ce travail de mémoire, on ne peut pas connaître ce qui s'est passé au Niger. Maintenant, quand les gens souvent attendent les moyens pour le faire, je pense que, bon, il y a une contribution personnelle que nous tous, nous devrons apporter pour remettre ce pays dans les rails. Et c'est ça la refondation, parce que souvent beaucoup attendent les moyens, comme par le passé. Il faut avoir des moyens pour faire ces choses, c'est pas normal, il faut dire la vérité. La refondation, c'est l'investissement personnel, chacun doit s'investir pour pouvoir faire avancer ce pays. Mais quand on attend de l'argent, c'est pas bon. Et je ne sais pas ce que ce comité de réécriture, je n'ai pas d'informations, mais je suis convaincu que souvent, malheureusement, les gens attendent des gros moyens pour qu'ils commencent un boulot, alors qu'il y a un travail préliminaire qu'il faut le faire. Il faut se départir de ces comportements. Ça, je dis, parce que nous sommes là et on est là pour dire la vérité aux Nigériens. Ça, il faut dire la vérité par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là, en espérant se retrouver une prochaine fois. Mais déjà, j'annonce qu'on aura un prochain débat par rapport au second groupe qui va aussi venir témoigner. Merci à tous. On va s'arrêter là. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dès ce samedi pour notre second débat sur le même sujet pour enregistrer d'autres réactions de nos concitoyens qui ont suivi l'évolution de ce dossier depuis des années. Excellente soirée à tous. Au revoir.